Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de préférer Eden TV pour actualiser votre capitale en information. Voici le sommaire. Le ministre d'État, Makanjou Pascal Irénée Koupaki, a livré à la presse ce mercredi la substance des décisions issues du Conseil des ministres. Vous en suivrez un extrait dans ce 13h. Et puis sur le continent africain, l'industrie du textile artisanal en Somalie subit les affres de la globalisation et croupit sous le poids de la concurrence des tissus importés. La croissance mondiale atone, la lutte contre le terrorisme, les revendications maritimes disputées de la Chine ou les migrations, ce sont là les principaux sujets à l'ordre du jour du sommet du G7 qui s'est ouvert ce matin au Japon. Voilà pour le menu de ce 13h. Bienvenue à toutes et à tous. Eh bien, je vous l'annonçais en titre, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, était face aux hommes des médias hier, et ceci dans le cadre de son point de presse hebdomadaire d'après Conseil des ministres. Voici un extrait du résumé du Conseil des ministres livré ici par Pascal Irénée Koupaki. Le Conseil des ministres a examiné le rapport de la Commission d'ajustement des prix des produits pétroliers pour le mois d'avril 2016. À cet égard, le Conseil a décidé de mettre en place un groupe de travail dont la mission principale est de réexaminer la structure du mécanisme d'ajustement des prix des produits pétroliers et du gaz domestique à la lumière de l'augmentation des prix des produits pétroliers sur le marché intérieur nigérian et aussi à la lumière de la dépréciation du Naira, c'est-à-dire la baisse de la valeur du Naira. Le Conseil des ministres a autorisé la participation active du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique aux journées scientifiques annuelles de la Société ouest-africaine de chimie en août 2016 à Cotonou. Le Conseil a également autorisé l'organisation chez nous de la Coupe nationale du vainqueur des artistes du Bénin, édition nationale et internationale. Cette édition se déroule sur la période de janvier à octobre 2016. Troisième rencontre, le Conseil des ministres a autorisé l'organisation le 1er juin 2016 de la 32e édition de la Journée nationale de l'arbre sur le site de la forêt classée de Paou et en même temps le lancement de la campagne nationale de reboisement 2016-2017. Le Conseil des ministres a autorisé la participation de notre pays à la session ordinaire du Conseil des ministres de l'autorité du bassin de la Volta, qui aura lieu à Cotonou du 6 au 10 juin 2016, et la participation de notre pays à la session extraordinaire des ministres de l'autorité du bassin du Niger et à la réunion des bailleurs de fonds du programme intégré de développement agricole et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger du 29 mai au 2 juin 2016 à Abuja, au Nigeria. Enfin, à l'issue du Conseil, 4 fonctionnaires du ministère du Cadre de vie et du Développement durable ont été relevés de leurs fonctions et 22 nominations ont été prononcées, dont 10 au ministère de l'Économie et des Finances, 9 au ministère de la Justice et de la Législation, une nomination au ministère du Travail, de la Fonction publique et des Affaires sociales, 2 au ministère des Infrastructures et des Transports et 2 au ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines. Autre volet à présent, immersion maintenant dans le quotidien de certaines femmes réunies en association à Grand Popo pour faire le maraîchage, mais un métier majoritairement exercé par les hommes. Découvrons dans ce reportage de Jonas Bouchi, notre correspondant, dans les départements du Molokoufo, les nombreuses difficultés que rencontrent ces femmes dans l'exercice de leur métier. Les femmes de Grand Popo sont absorbées par leurs activités quotidiennes. Il s'agit notamment du jardinage et de la commercialisation des produits de pêche. Mais avec la rareté des produits de pêche, ces femmes se consacrent davantage au maraîchage. Il n'y a pas de travail dans le pays. Même nos petits commerces ne prospèrent pas. C'est pour ça que nous avons décidé de faire le maraîchage comme les hommes.
et ça nous permet de survivre. Malheureusement, dans ce secteur d'activité, les difficultés ne sont pas moindres. Nous avons des difficultés à payer les outils de travail, machines, tourniquets, raccords et autres. Après ça, nettoyer le jardin, enlever les mauvaises herbes constitue encore d'autres difficultés. Les femmes de Grand Popo invitent nos dirigeants à revoir les conditions qui leur sont faites. Nous invitons les autorités à nous aider, nous les femmes qui souffrons dans les champs. Nous leur demandons de nous aider, tout au moins pour les tourniquets. Cela va nous soulager beaucoup. C'est dire qu'au-delà des beaux discours en l'honneur de la gente féminine, la femme béninoise continue de réclamer son autonomisation. Nous sommes cette fois-ci sur le continent africain. La Somalie a toujours possédé une industrie du textile très active. Cependant, la guerre et la globalisation y ont fait des ravages. L'industrie du textile artisanal fait aujourd'hui face à une très forte concurrence des vêtements importés qui sont vendus à prix cassé. Reportage. Un fil qui tisse les liens entre des générations depuis de nombreuses années. La Somalie a toujours eu un secteur du textile très actif, mais la guerre a fait des ravages. Aujourd'hui, l'industrie du textile artisanal fait face à une très forte concurrence des vêtements importés qui sont vendus à prix cassé. Cela fait 25 ans que je travaille dans ce secteur. Cette entreprise, je l'ai héritée de mon père. J'ai été confronté à des moments très difficiles. Chaque mois, nous produisons 30 sarons que l'on vend 10 $ pièce. Aujourd'hui, nous les vendons difficilement. Pendant la guerre, nous avons fui et nous avons dû arrêter de travailler. Ensuite, nous sommes revenus, mais nous avons beaucoup de défis à surmonter. Aujourd'hui, notre principal problème est l'importation de vêtements. Les sarongs venus de Chine ou d'Inde se vendent 2 fois moins cher que ceux produits en Somalie et la mode chez les jeunes s'occidentalise. Il y a 10 ans, nous pouvions voir les hommes porter ces tissus. Mais maintenant, plus personne ne les porte et la demande n'est plus là. Les voyous aux États-Unis ne portent que les vêtements que l'on voit à la télévision. 2 décennies de guerre ont ravagé Mogadiscio. Chassés depuis août 2011 de la capitale, les Chebabs ont multiplié ces derniers mois des attaques meurtrières contre des restaurants ou hôtels. Mais sur le plan économique, l'évolution de la société inquiète encore plus les commerçants traditionnels. Le pays connaît aussi une transition culturelle. Les locaux ne veulent plus de leur propre culture. Il y a une guerre psychologique contre nos traditions. Cette guerre est menée par les pays autour et les médias jouent également un rôle clé dans la transition culturelle. Une transition culturelle qui a aussi permis à la diaspora somalienne de revenir dans le pays. Des riches somaliens retournent au pays pour créer des entreprises. Mais ces nouveaux investissements ne suffiront sans doute pas à faire retrouver au textile traditionnel une nouvelle jeunesse. En image à présent, ouverture ce jeudi du sommet du G7 au Japon. Cette rencontre internationale réunit les chefs d'État ou de gouvernement, à savoir les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Allemagne, le Canada et le Japon. Ces dirigeants du G7 se retrouvent à Ise-Shima, région côtière nichée au milieu des collines boisées dans le centre du Japon. En attendant demain, vendredi, pour les discussions inhérentes à la croissance économique mondiale, la lutte contre le terrorisme, les revendications maritimes disputées de la Chine ou les sujets inhérents bien évidemment à la migration, Barack Obama effectue une visite historique à Hiroshima, ville bombardée à l'arme atomique par les États-Unis en 1945. Les leaders, quant à eux, bien évidemment, ont visité le sanctuaire shintoïste Ise-Shingu, lieu sacré censé incarner l'âme de l'archipel. Rappelons, pour terminer cette brève, que ce sommet intervient quelques jours seulement après la réunion des ministres des Finances et des gouvernements des banques centrales des 7 Sendai qui s'est tenue bien évidemment dans le nord-est du Japon. La faiblesse bien évidemment de la croissance mondiale pèsera lourd dans les discussions de ce club des pays industrialisés. Ce journal s'en va finir, mais pas avant ce sujet inhérent bien évidemment à la Palestine. Depuis 5 mois, la famille de Fatma vit un calvaire. Son aîné, âgé de 11 ans, a subi une agression sexuelle.
Un traumatisme qui l'a détruit et tous sont obligés dès à présent de déménager. Mais à Gaza, le phénomène des agressions sexuelles sur les enfants reste encore tabou. Reportage. Depuis 5 mois, la famille de Fatma vit un calvaire. Le fils de 11 ans de cette habitante de Gaza, qui utilise un nom d'emprunt, a subi une agression sexuelle. 2 hommes proches de la famille l'ont emmené dans une maison abandonnée où ils lui ont retiré ses vêtements. Il y avait un ordinateur et ils lui ont fait regarder des images sexuelles très fortes, des hommes et des femmes nus. Il m'a dit qu'ils l'ont attaché. Fatma est l'une des rares mères palestiniennes à oser parler de ce phénomène qui s'intensifie à Gaza d'après des associations. Les 2 agresseurs de son fils ont été arrêtés et seul l'un d'eux est toujours emprisonné. Le fils de cette autre femme palestinienne, qui souhaite elle aussi rester anonyme, a subi une agression semblable à la sortie de l'école. Son bus était très en retard. Il était sur le bord de la route. Un homme a traversé la rue et lui a dit « Viens ici ». Il l'a amené dans un endroit caché où il n'y avait personne et il l'a agressé sexuellement. Selon une étude d'un centre de recherche palestinien, 75% des 693 enfants violentés dans les territoires palestiniens en 2 ans connaissaient leur agresseur. Une proximité qui complique encore davantage le dépôt d'une plainte. Pour le vice-président de ce centre de recherche, la peur du scandale dissuade les familles de saisir la police. Sur les 670 cas qui sont parvenus au centre ces 2 dernières années, seulement 22 nous ont demandé une intervention juridique pour protéger leurs enfants. Et un grand nombre de ces 22 cas sont finalement revenus sur leur décision. Le centre n'est intervenu que pour 6 ou 7 cas devant les tribunaux en 2 ans. Le viol d'un enfant peut conduire à la peine de mort à Gaza, mais peu est fait pour aider les victimes à s'en remettre, dans un territoire qui a vécu 3 guerres en 10 ans et où un habitant sur 2 a moins de 18 ans. Et c'est ici que prend fin ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi sur Eden TV et passez de bons moments en notre compagnie.